Hubert Gerbeau, romancier et historien, ancien enseignant-chercheur au Centre universitaire de La Réunion, puis à l'Université d'Aix-Marseille. Le papier que je vous propose s'intitule « La traite illégale des esclaves à Bourbon au XIXe siècle ». Quand j'arrive à La Réunion en 1968, j'avoue naïvement en première personne que je rencontre mon désir de travailler sur l'esclavage et je sollicite des informations. Les réactions sont diverses. Certains me disent que, au fond, le sujet ne les concerne pas, c'est une indifférence polie. Chez beaucoup, il y a une gêne évidente. On me laisse entendre que l'esclavage n'est sans doute pas ce que j'avais imaginé et que d'ailleurs à La Réunion, les esclaves étaient traités comme des enfants de la famille. Chez quelques-uns, l'enthousiasme est évident. Je vais bien vite me rendre compte que c'est une utilisation politicienne qui compte être faite de quelques révélations que je pourrais faire lors de mes recherches. Je me pose un certain nombre de questions et auxquelles je dois dire les réponses manquent le plus souvent. D'abord, combien d'esclaves à l'époque où cette traite est interdite? L'ordonnance royale de 1817 interdit la traite dans les colonies françaises. Elle est renforcée par une loi de 1818 et ces forfaits, qui sont d'abord considérés simplement comme des délits de douane, vont bientôt être assimilés à des crimes, et ceci jusqu'aux années 1830 et suivantes. Alors, quid des nombres? Sujet presque impossible à traiter, car beaucoup de débarquements sont clandestins, mais beaucoup de ces livraisons, entre guillemets, de captifs, hommes, femmes, enfants, se font la nuit, et dans certains cas, il y a de véritables navettes avec les ports les plus proches, et je pense notamment à Tamatave, à Madagascar, où il y a d'innombrables navires, parfois de toute petite taille, qui amènent des quantités d'esclaves, enfin qui vont devenir esclaves au moment où ils mettent le pied sur l'île, mais qui jusque-là sont désignés simplement comme des captifs. On pourrait se dire, mais pour cette traite illégale, est-ce qu'on ne peut pas disposer de ces enquêtes qui ont été faites auprès de vieilles personnes, de grands mouns, pour avoir des informations? La chose s'est avérée absolument impossible, aussi bien pour la traite illégale que pour la traite dite légale, parce qu'il y a de nombreuses confusions qui perdurent d'ailleurs encore entre le phénomène de l'esclavage, celui de l'engagisme, voire celui du travailleur agricole de conditions modestes, dont certains dans les années 70 me déclareront « mais moi j'étais esclave dans ma jeunesse » ou « mon papa était esclave », ce qui évidemment est absolument impossible, mais ce qui révèle une sorte de confusion entre les statuts en fonction de la vie quotidienne et des obligations qui sont données à ces travailleurs. Les étudiants qui participent à nos séances de travaux pratiques et aux enseignements que je tente de leur donner, pour certains sont déjà enseignants, c'est déjà Claudette et Jean Saint-Marc qui sont instituteurs, mais certains vont devenir enseignants un peu plus tard. Bon, je pourrais en citer des dizaines, mais enfin je vais au moins citer un nom. Il s'agit de Rabia, qui a épousé ensuite M. Badat, mais il s'agit, et qui sera enseignante du secondaire, mais il s'agit aussi de deux de mes anciens élèves qui ont travaillé ensemble et au même moment, lors de mes premières années de séjour à La Réunion. Je veux parler de Sudel et je veux parler de Prosper. Alors Prosper Ève est encore parmi nous, il est devenu professeur d'université, c'est le cas aussi de Sudel Fuma, professeur d'université, mais qui s'est malheureusement noyé lors d'une sortie en mer, et je suis très ému
en évoquant son souvenir parce que c'était parmi ses étudiants non seulement un excellent chercheur, mais aussi, au fil des années, c'était devenu un ami. Voilà, je voudrais terminer sur cette évocation.